J'espère que vous allez bien. Je vois que les participants sont là, donc c'est parfait. Bonjour à tous, bonjour, bonjour. On va démarrer tout de suite parce qu'on a beaucoup d'informations à vous donner aujourd'hui. Je suis Romain Poirot, directeur commercial associé de French Morning Media Group. Donc, le média, si vous ne connaissez pas, on est le média pour les francophones aux États-Unis, Canada et UK. Merci de vous connecter tous les mardis. On vous donne rendez-vous avec des experts. Aujourd'hui, on a Alexandre qui a beaucoup de choses à nous raconter. Mardi midi, heure de la côte est des États-Unis et 18 heures en France, puisque vous avez enfin changé d'heure en France. Donc, on reçoit Alexandre Quentin qui nous avait déjà fait un point il y a un an sur les marchés financiers, quelques jours après l'effondrement des marchés dû à la crise du Covid. Alexandre, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, il a plus de 10 ans d'expérience en gestion de patrimoine pour les Français aux États-Unis. Il habite dans la proche banlieue de Philadelphie, en Pennsylvanie. Il est père de 3 enfants en bas âge, en plus d'être partenaire fondateur dans ce cabinet. Au programme d'aujourd'hui, on a à peu près 45 minutes de présentation pour vous. Écoutez bien, regardez en plein écran, ce sera plus agréable. Il va y avoir beaucoup d'informations. Donc, au programme, comment mettre en place une stratégie d'investissement international. On fait un point sur les marchés boursiers en 2021 et comment maximiser les rendements avec une diminution des risques. On prendra, comme d'habitude, toutes vos questions à la fin du webinaire. Donc, vous avez juste à lever la main. Ça doit se retrouver à peu près quelque part là si vous êtes sur Zoom. Si vous êtes sur Facebook, vous pouvez écrire vos questions en commentaire et je les lirai à notre expert. Sachez que si vous levez la main, je cacherai votre nom de famille, donc vous pourrez poser vos questions en toute tranquillité. Il y aura juste votre prénom qui s'affichera. Je vais tout de suite donner la parole à Alexandre qui a beaucoup d'informations à nous donner aujourd'hui. Prenez un stylo, un calepin et préparez-vous à prendre des notes. Alex, la balle est dans ton camp. Merci Romain, merci French Morning. Juste Romain, est-ce que vous voyez mon écran plein écran? Est-ce qu'on est bon? Ouais, on est parfait. Super, on va commencer. Bonjour à tous et au plaisir de pouvoir parler des investissements aujourd'hui. Avant qu'on se lance dans le vif du sujet, en quelques mots sur notre équipe. On est une équipe de 11 Français et un Américain basés à Philadelphie, Los Angeles et Miami et on permet aux cadres, aux entrepreneurs français qui sont basés ici aux États-Unis de pouvoir gérer leur problématique financière. Donc ça prend bien évidemment en considération tous les aspects, que ce soit de succession, de retraite, de protection familiale, de placement, tous les aspects qui puissent avoir un impact sur notre futur financier, on est capable d'apporter une valeur ajoutée. Et cela, qu'on reste pour le reste de notre vie ici aux États-Unis ou qu'on rentre un jour en France ou ailleurs, nous avons cette capacité d'ajouter cet élément de flexibilité ou de portabilité si besoin. Donc aujourd'hui, le thème de ce webinaire, ce sont les investissements. On va répondre à 4 questions. Premièrement, que se passe-t-il sur les marchés financiers? Pourquoi tant de volatilité à l'heure actuelle? Comment pouvez-vous contribuer à réduire le risque de votre portefeuille d'investissement dans le cadre de votre stratégie globale? Troisièmement, comment se positionner stratégiquement pour se prémunir d'une baisse des marchés? Et enfin, comment contribuer à réduire l'impact fiscal au sein de votre portefeuille d'investissement? Le sujet est assez dense aujourd'hui. C'est avec plaisir de pouvoir également répondre à vos questions à l'issue de ce webinaire. N'hésitez surtout pas. On va se lancer. Que se passe-t-il sur les marchés financiers? Donc déjà, faisons un point sur ce qui s'est passé l'année dernière. Exactement le webinaire que j'avais pu donner quelques jours après l'effondrement. Donc, qu'est-ce qui s'était passé il y a un an? C'était évidemment le début de la pandémie du coronavirus, une récession qu'on appelle event-driven, liée à un événement précis, à la différence par exemple de la crise de 2001 ou de 2008. Ici, nous avons un risque qui était venu du coronavirus et de l'arrêt de l'économie mondiale. Il y avait également pendant plus de 10 ans ce qu'on appelle un momentum spéculatif sur le marché qui a fait augmenter les prix du marché à des valorisations assez hautes. Et donc, il y avait une correction liée à cela. Et le dernier impact qui avait pu également faire étincelle, c'était simplement la querelle pétrolière entre l'Arabie Saoudite et la Russie. Mais bon, nous avions quand même à l'époque certains points positifs tels que des politiques monétaires favorables. Quelques jours après
le webinaire, le gouvernement américain avait mis 4 mesures en place. Premièrement, des PPP loans aux entreprises pour essayer de garder leurs employés. Deuxièmement, ils ont fait des coupes fiscales. Troisièmement, ils ont envoyé des chèques directement aux gens, en plus de $600 par semaine pour les gens qui étaient au chômage. Et dernièrement, ils ont racheté des bons du Trésor américain de la même manière qu'ils l'avaient fait en 2007-2008. À l'époque, c'était ce qu'on appelait le programme TARP, Unlimited Quantitative Easing, à hauteur de $80 milliards par mois. Cette fois-ci, c'était de manière massive, près de 75 milliards par jour qui étaient imprimés et qui expliquent notamment la décorrélation entre le marché financier et l'économie réelle. Et donc, où en est-on maintenant à l'heure actuelle? Nous sommes maintenant en 2021 et regardez cette différence entre les indicateurs qui étaient dans la majorité dans le rouge et maintenant, la majorité des indicateurs maintenant économiques sont dans le vert. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées en un an. Faisons un point quasiment un par un. Donc, les tendances économiques sont positives maintenant. Quand on va bouger sur 2021, fin de l'année, début 2022, on est sur une tendance maintenant qui est positive. L'avancement et l'administration des vaccins se fait de manière proactive, notamment aux États-Unis. Il y a un certain ralentissement, ou en tout cas pas assez effectif, disons, en Europe, mais aux États-Unis, on voit que les choses avancent très rapidement. Le chômage devrait se réduire également cette année. Les gens vont recommencer à travailler et on s'attend donc à une augmentation des revenus et également une augmentation des dépenses par les ménages. Également, en prendre en considération, depuis un an, il y a eu une augmentation de 2 trillion dollars en dépôts bancaires. Comme on n'avait pas vraiment la capacité de sortir, on a beaucoup économisé. Et maintenant, on se retrouve avec beaucoup de liquidités à la banque. Quand je dis beaucoup de liquidités, nous, c'est évidemment les ménages américains. Et donc, cet argent va être prêt à pouvoir être dépensé, qui aura un impact positif sur l'économie, sur les revenus des entreprises et évidemment sur le marché financier a fortiori. Les politiques monétaires ont été massives, notamment aux États-Unis, en Europe, en Asie et surtout aux États-Unis. On vient de on est en cours d'exécution du 5e cycle. 1,9 trillion dollars a été encore une fois imprimé pour pouvoir avoir ce stimulus positif dans l'économie. Ça va avoir un impact réel à la fois pour les personnes dans l'économie, mais également sur le marché. Les démocrates sont maintenant au pouvoir, et au Congrès notamment. Mais un des avantages, c'est que oui, ils sont au pouvoir, que généralement, ils vont être plus à même à donner des larges stimulus économiques et fiscaux, mais on va voir qu'on s'attend, et c'était dans le programme de Biden, à des augmentations de l'impact fiscal au niveau des revenus. C'est prévu, c'est la prochaine réforme qui est prévue pour potentiellement l'année prochaine. On ne sait pas exactement ce qu'il y aura dedans, mais un des avantages, c'est que comme la marge est très faible au niveau du Congrès des démocrates, on peut s'attendre que les augmentations fiscales soient en effet à la hausse, mais plutôt modérées, ce qui est positif pour le marché. Les revenus des compagnies en 2021 et 2022 sont attendus d'être à des niveaux records, avec l'explosion des dépenses des ménages. La compensation est déjà supérieure à l'offre, puisque maintenant les producteurs doivent suivre. Ils ont eu des problématiques à la fois d'acheminement des biens, mais également il faut qu'ils recrutent tout simplement à nouveau, re-embaucher. Et évidemment, il y a toujours encore ce lagering effect du coronavirus. Donc, ça, c'est sur les points positifs. Sur les points un petit peu à regarder pour 2021, il y a eu une augmentation des taux d'intérêt il y a court terme de la Banque centrale américaine de 50 points, donc 0,5%. Et ça a un impact direct à court terme sur le marché financier, puisque d'autres classes d'actifs sont un peu plus favorables. Et ben, les money managers, les gens qui gèrent l'argent, ont maintenant un actif qui est un tout petit peu plus attractif et donc des positions, des actions se ramènent de plus en plus vers les obligations. Donc, petite correction à court terme, ça ne veut pas dire que sur le long terme, cela a des implications. C'est ce qu'on appelle le bruit de marché. On s'attend à une inflation, évidemment, quand on imprime de l'argent comme s'il n'y avait pas de lendemain, évidemment, on peut s'attendre à de l'inflation, mais on peut évidemment prendre en considération le fait que ce soit plutôt modéré parce qu'on vient de niveaux qui étaient extrêmement bas et donc on s'attend à ce que ces niveaux ne soient pas de hyperinflation, mais plutôt des niveaux modérés. Donc on s'attend en conclusion à une année positive en 2021, voire même 2022, à une année positive, que ce soit sur le marché financier ou économique, mais attention, il y aura quelques grosses phases de volatilité que j'appellerai le bruit du marché et qui sera potentiellement des phases d'opportunité pour se repositionner encore plus à l'achat.
Donc voilà un petit peu sur le point économique. Si vous avez des questions, évidemment, on pourra y répondre avec plaisir. Point numéro 2, donc comment pouvez-vous contribuer à réduire le risque de votre portefeuille d'investissement dans le cadre de votre stratégie globale? Alors, on va faire appel à 4 stratégies. La première, c'est une stratégie d'investissement qui soit réfléchie, de pouvoir réduire au maximum ce qu'on appelle les travers comportementaux. Deuxièmement, on va mettre en place une stratégie d'allocation qui soit ad hoc à votre situation et faire appel à une diversification appropriée. On va également pouvoir mettre en place une stratégie à forte vélocité. L'objectif, c'est que chaque dollar que l'on peut mettre de côté puisse jouer plusieurs rôles. On va regarder comment on peut mettre cela en place. Ça va potentiellement permettre de réduire le risque et maximiser le rendement. Et dernièrement, on va utiliser des actifs ou des instruments qui soient adaptés potentiellement à votre situation. Et on va faire un zoom aujourd'hui sur les instruments de retraite, celles qu'on appelle les income annuity et les capital annuity. Donc, on va aller point par point sur ces 4 stratégies pour cette question de la réduction du risque. Donc, commençons par la stratégie d'investissement qui soit réfléchie et ainsi éviter les travers comportementaux. Si on met en place une stratégie donc proactive, réfléchie, rationnelle, on va pouvoir éviter de prendre des décisions irrationnelles et ainsi ne pas récupérer les rendements du marché. Comme si vous le voyez sur le graphique à droite, en 2015, le marché a généré près de 14%, alors que l'investisseur moyen n'a généré que 5,5%. La grande différence à long terme, c'est la gestion émotionnelle de son argent. La prise de décision à visée avérée nous rapproche de ce que le marché va pouvoir nous donner. Donc, mettre en place une stratégie et s'y tenir. Le point numéro 2, c'est d'avoir une diversification au niveau de ces classes d'actifs. Comme vous voyez sur cet écran, tous les ans, il y a une classe d'actifs qui remporte la palme. Et puis, il y a une classe d'actifs qui la perd. L'idée, c'est de pouvoir faire appel à un professionnel, notamment, d'avoir cette compréhension à la fois de l'attente de rendement de chacune des classes d'actifs et du risque-prix, et de la corrélation, covariance entre les classes d'actifs, et ainsi se positionner de manière proactive pour surpondérer certaines classes d'actifs et sous-pondérer d'autres. Donc, mettre en place un portefeuille qui soit diversifié, généralement un minimum de 6 classes d'actifs, et de se rebalancer de manière optimale selon l'univers économique dans lequel nous sommes. Le point numéro C, c'est la mise en place d'une stratégie à forte vélocité patrimoniale. Donc déjà, comment est-ce qu'on peut créer de la valeur patrimoniale? Il n'y a que 3 manières. Premièrement, vous faites de l'épargne pendant une très longue période de temps. Les rendements maintenant que l'on a sur les produits bancaires, tels que checking account, saving account, money market, CDs, les produits purement bancaires, les rendements sont tellement faibles qu'il faudrait quasiment 121 ans pour doubler son argent. Mais si on le fait de manière récurrente pendant une très longue période de temps, on peut faire augmenter sa valeur patrimoniale. Les deux autres manières qui vont pouvoir permettre de faire augmenter la valeur de notre patrimoine de manière exponentielle, c'est ce que j'appellerais ownership d'un business. Vous détenez votre propre compagnie en tant qu'entrepreneur, ou bien vous détenez des compagnies sur le marché privé, sur du private equity par exemple, ou sur le marché public, tel que les stocks, des actions qu'on va pouvoir acheter. Et dernièrement, c'est l'immobilier, c'est détenir de l'immobilier. Voilà les 3 manières de créer de la valeur patrimoniale. Le reste, potentiellement des actifs que l'on va voir ensemble, s'inscrivent dans votre planification financière, qui sont des actifs qui sont indispensables pour avoir une stratégie patrimoniale optimale. Et pour créer de la valeur exponentielle de son patrimoine, c'est généralement ownership and real estate. Et quand on va tirer avantage de ces classes d'actifs, petit à petit, l'idée, c'est de créer de l'efficacité patrimoniale et de créer ce qu'on appelle un haut degré de vélocité. Alors, pour expliquer la vélocité, je vais prendre un exemple. Je vais prendre la vélocité de la monnaie pour un pays. Et c'est tout simplement le ratio entre le PIB, le GDP, le produit intérieur brut, donc la richesse créée par le pays, sur la masse d'argent disponible. Et plus ce ratio va être élevé, et plus ça peut être un indicateur que l'économie est saine. Parce que si on assume par exemple que la masse d'argent disponible est fixe, et plus le PIB, plus la richesse est élevée, et plus ça signifie que les individus et les entreprises achètent et vendent des biens et des services et s'échangent l'argent, et l'argent passe d'une poche à une autre, et l'économie vit, l'économie est saine. L'idée, c'est que d'un point de vue granulaire, au sein de notre propre stratégie patrimoniale, si on peut faire en sorte que chaque dollar que l'on met de côté puisse potentiellement jouer plusieurs rôles, on va pouvoir démultiplier sa stratégie patrimoniale. Donc, avant d'aller de l'avant, je vais pouvoir vous montrer comment est-ce qu'on peut créer un système de cash flow qui soit le plus efficace possible dans sa stratégie patrimoniale. Donc, premièrement, quand vous vous levez le matin, vous créez de la valeur financière, que j'appellerais cash creation. C'est-à-dire que vous levez le matin, vous créez de la valeur et
tous les 2 semaines ou tous les mois, on a un paycheck, on est payé par la valeur créée. De manière quasiment automatique, on va déposer notre argent quelque part. Je vais appeler ça cash capture. On va avoir cette warehouse, on va déposer son argent quelque part et de manière historique, on va le déposer dans une banque, tout simplement. On va mettre son argent à la banque et la problématique que l'on a, c'est qu'à l'heure actuelle, la banque ne va pas nous rémunérer grand-chose sur notre argent. Donc, il va falloir trouver des solutions patrimoniales pour pouvoir essayer de démultiplier sa stratégie patrimoniale. Et donc, on va trouver des solutions que j'appellerais cash flow creation. Que ce soit, par exemple, investir dans des business ou tout simplement, par exemple, investir sur le marché immobilier, qui va nous créer des revenus, des intérêts, des dividendes et qui va créer ce cercle vertueux. Et à terme, quand on s'arrêtera de travailler, eh ben, on espère que tout simplement notre patrimoine pourra supplémenter nos revenus pour le reste de notre vie. Et au-dessus, on va avoir ce que j'appelle cash protection. On va trouver des solutions pour pouvoir s'assurer que notre système puisse fonctionner quoi qu'il arrive. C'est pour ça qu'il est intéressant d'avoir des documents testamentaires en place, de l'assurance décès, de l'assurance invalidité, de l'assurance peut-être même pour les soins dépendants, c'est très onéreux ici aux États-Unis, de l'umbrella policy, de la responsabilité civile qui est quasiment automatique quand on est en France, mais qui ne l'est pas ici aux États-Unis. Il s'agit de la demander à son assureur auto-maison. Il y a un certain nombre de mesures à mettre en place quand on est ici aux États-Unis pour pouvoir protéger son système pour le reste de sa vie. Et voilà de la manière la plus optimale comment on va pouvoir créer son système. Là où la plupart des conseillers financiers ou des gestionnaires de patrimoine vont passer leur temps, c'est de trouver des solutions patrimoniales ici, sur la partie cash flow creation. Voilà, on peut investir sur le marché financier, dans le marché immobilier, etc., de faire grandir cette partie-là. Mais là où je me souhaiterais m'arrêter un tout petit peu avant d'aller dans cette catégorie-là, qui est en fait le vif de ce sujet aujourd'hui, c'est la partie cash capture. Pourquoi ? Parce que pour moi, il n'y a pas meilleure institution dans le monde qu'une banque pour la gestion opérationnelle de leur liquidité, de leur cash, que le cash management. Parce que tout simplement, comment fonctionne une banque de manière basique ? Vous faites un dépôt, par exemple, à la banque, vous êtes rémunéré, je vais assumer 1%. On est assez chanceux à l'heure actuelle si on arrive à récupérer du 1% à la banque. On va assumer qu'on va générer un rendement de par notre dépôt. Et en même temps, cet argent va pouvoir être prêté à quelqu'un d'autre, par exemple à 4%, pour faire un prêt immobilier ou autre. Et ben, la banque va se rémunérer évidemment sur ce spread. La différence entre 4 et 1% va récupérer ces 3%. Et ce qui est intéressant, c'est que cet argent-là, la banque ne détenait pas cet argent avant que vous fassiez le dépôt dans cette banque-là pour pouvoir le prêter à quelqu'un d'autre. Donc déjà, ce n'est pas de l'argent sur les fonds propres, mais sur des dépôts d'argent. Et cet argent est prêté à quelqu'un d'autre. Et l'idée, c'est de pouvoir manager de manière optimale ce rendement-là. Et on est dans un système maintenant depuis maintes années qu'on appelle fractional banking. Et donc une banque, à chaque dollar qui est déposé, peut non pas prêter un autre dollar, mais peut en prêter potentiellement 2, 5, voire 10 dollars. Et ainsi, si pour chaque dollar déposé, on peut en prêter 10, le rendement serait maintenant de 30%, puisqu'on va prêter un dollar à 10 autres personnes. Et l'idée, tout simplement, c'est de pouvoir maximiser cette stratégie-là et de pouvoir démultiplier sa stratégie patrimoniale. Donc l'idée, c'est de pouvoir créer sa propre banque familiale, son propre système de cash flow, où on va en effet utiliser sa banque pour pouvoir aller au restaurant, pour pouvoir avoir ce cash flow management, j'ai envie de dire, à court terme, de pouvoir se faire plaisir, payer ses utilities, etc. Mais au-delà de l'aspect purement opérationnel, l'idée, c'est de créer cette propre banque familiale et ainsi, on a, trouvé une solution, c'est d'utiliser un actif qui existe ici aux États-Unis qu'on appelle le WALI, le Wealth Accumulation Life Insurance, qui va pouvoir remplacer ce rôle de cash management où on va trouver une solution où on va pouvoir faire des dépôts et financer ces activités de rendement et ainsi capturer ce coût d'opportunité que la banque à l'heure actuelle gagne sur notre dos. Donc on va remplacer cela pour être beaucoup plus optimal et de faire en sorte que chaque dollar que l'on met de côté peut être utilisé plusieurs fois. Et je vais aller un petit peu plus dans les détails. Donc pourquoi déjà, on utilise le WALI pour remplacer ces aspects de banque familiale. Pourquoi ? Parce que le WALI a 12 attributs, ce Wealth Accumulation Insurance, que l'on peut trouver ici aux États-Unis. Premièrement, il y a une assurance décès qui est attachée. C'est un instrument qui permet de pouvoir protéger la famille. Deuxièmement, quand on va pouvoir contribuer, on a une liquidité et un contrôle immédiat à l'argent disponible en permanence. On a une croissance qui est garantie. Il n'y a aucune année négative. Cet argent est garanti d'augmenter année après année. Puis, nous avons accès à des dividendes qui sont, eux, non garantis,
Mais nous allons aller avec des compagnies mutuelles d'assurance qui ont 150 ans d'existence, qui existent depuis 1860. Il y a toujours eu des dividendes, même en 1929, les guerres mondiales. 2008, on parlait encore de 7,2% de dividendes, non corrélés au marché financier et immobilier. On aura une croissance qui est garantie. On a des avantages fiscaux. C'est également flexible et portable. Dès qu'on met $1 dans son Wally, il n'y a plus d'imposition pour le reste de sa vie. Qu'on reste ici aux États-Unis, qu'on rentre en France, au Zimbabwe, peu importe, où qu'on soit dans le monde, dès qu'on a positionné $1 dedans, il n'y a plus jamais d'imposition derrière. On a des limites élevées en termes de contribution. C'est un contrat privé. Il y a de la protection contre d'éventuels créditeurs ou en tant que banqueroute dans certains États. On peut y mettre des options en cas d'invalidité ou en cas de sous-indépendance. Mais là où cet instrument est le plus intéressant pour moi, ce sont les trois derniers attributs. C'est le fait que, on puisse collatéraliser l'instrument, qu'on ait des options de prêts avantageuses et également qu'on puisse avoir une totale liberté de pouvoir repayer ses prêts. C'est-à-dire que si on ne fait rien d'autre que de mettre de l'argent dans son Wally, qui va être ce fonds d'opportunité future, de créer ce cash, cette disponibilité pour pouvoir faire d'autres investissements plus tard, et bien voilà ce que l'on a. On a une gestion passive en autopilote. On a des rendements qui sont soutenus parce que à l'heure actuelle, les rendements attendus sont entre 3 et 5%, net de fees, net d'impôts, qui potentiellement serait quasiment équivalent entre 4,5 et 6%, grosso modo. Si on prenait en équivalent avec des fees et des impôts, grosso modo, on a du 3 à 5% de rendement sur le long terme. Et c'est une croissance qui est ininterrompue et exponentielle. C'est ce qu'on appelle true compounded growth. Puisqu'il n'y a aucune année négative, ça nous permet d'avoir un actif qui est garanti d'augmenter pour le reste de sa vie de manière exponentielle. Qu'on ait 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, ça continue d'augmenter de manière exponentielle. Et si on ne faisait cela que, par exemple, pour compenser, ou en tout cas substituer le cash qu'on a à la banque qui nous génère quasiment rien, ou remplacer, par exemple, le rôle des obligations dans le portefeuille, ça serait déjà une très bonne solution en elle-même. Mais là où l'instrument va commencer à être intéressant, c'est parce qu'il va pouvoir nous permettre de démultiplier sa stratégie patrimoniale. Donc, on va revenir au schéma de base. On se crée la constitution de la trésorerie parce qu'on va travailler le matin. On va essayer de mettre 6 à 12 mois de dépenses de côté à la banque, pas plus, parce qu'au-delà, il s'agit de pouvoir mettre son argent au travail, parce qu'on perd de l'argent tous les jours avec l'inflation. Avec une inflation à l'heure actuelle, tous les 15-20 ans, on divise par 2 le pouvoir d'achat, tous les 30-40 ans, on divise par 4. Donc, on va conseiller généralement de savoir 6 à 12 mois de dépenses de côté et de générer 0 entre 1 et 1% à la banque avec cela. Très bien, c'est le rôle de cet argent. Mais au-delà, on va potentiellement avoir l'opportunité de déposer son argent dans son Wally, ou en d'autres termes, Cash Value Life Insurance. Et quand son argent est dans le Wally, maintenant, celui-ci va augmenter maintenant de manière exponentielle pour le reste de sa vie. Il va augmenter à 3 et 5%, tax-free, pour le reste de notre vie. Et l'idée, c'est que cet argent va rester à l'intérieur de cet instrument pour le reste de notre vie, mais on va pouvoir utiliser notre argent durant notre phase d'accumulation pour pouvoir investir, par exemple, dans l'immobilier, dans sa propre entreprise, dans du private equity ou d'autres classes d'actifs. Et ainsi, grâce à la ligne de crédit en parallèle que l'on va mettre en place, qu'on appelle une IBLOC, Insurance Based Line of Credit, on va financer nos activités de rendement. Ce qui est intéressant à l'actuel, comme les taux d'intérêt sont bas, c'est qu'on peut emprunter à 3% et cela est potentiellement déductible d'impôt. Par exemple, quand on investit dans sa propre entreprise. Donc, on peut avoir un rendement à long terme de 3 à 5% en interne, emprunter à 3%, créer un arbitrage, c'est-à-dire qu'on va déjà, avoir des rendements supplémentaires dans ces classes d'actifs-là, et c'est là où c'est là où on va pouvoir générer du rendement exponentiel. C'est à la fois sur le marché financier, immobilier, dans sa propre entreprise, où là, l'espérance de rendement minimum, je dirais, à long terme, est un minimum de 7 à 8% sur le long terme. Évidemment, il y a des phases de hausse, des phases de baisse. On va pouvoir regarder ça ensemble. Et voilà comment on va trouver un système avec le même dollar que l'on contribue ici, va pouvoir être utilisé une deuxième fois pour pouvoir booster sa stratégie patrimoniale. À quoi est-ce que ça pourrait correspondre, par exemple, si on utilise de manière concrète? On met de l'argent dans son Wally. De manière parallèle, on utilise la ligne de crédit pour pouvoir se positionner dans une classe d'actifs à rendement qui nous génère des cash flows, que l'on remet dans ce Wally, qui nous génère des dividendes, et ainsi de suite. Et on crée un cercle vertueux à haute vélocité. Et c'est également le dernier point là-dessus, c'est la compréhension qu'il s'agit de recapturer ce qu'on appelle le coût d'opportunité ou le time value of money, qui est en fait capturé par la banque de manière naturelle. La banque capture ce coût d'opportunité en permanence sur notre dos.
L'idée, c'est de pouvoir recapturer ce coût d'opportunité, faire en sorte que, par exemple, si on positionne notre argent dans notre banque financière familiale, qu'on souhaite, par exemple, financer un bien immobilier, la ligne rouge ici, c'est le prêt, le mortgage, qui serait de 80%. Avec sa ligne de crédit, on va pouvoir utiliser cet argent-là pour les 20% d'apport et on va pouvoir faire en sorte que l'argent ne sorte pas en lui-même de ce Wally et utiliser que la ligne de crédit. C'est-à-dire qu'à la fin, on détiendra évidemment les biens immobiliers, mais également une énorme poche d'argent qui sera à côté de nous parce qu'on aura capturé ce coût d'opportunité. Je fais d'autres webinaires sur French Morning. Je passerai le temps nécessaire pour pouvoir reparler de cela. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais je vais pouvoir passer à la suite. Très intéressant de pouvoir démultiplier sa stratégie patrimoniale. On va passer au dernier point, c'est le choix d'actifs ou d'instruments qui pourraient jouer un rôle clé au sein de la stratégie et ainsi réduire le risque, maximiser le rendement. On va utiliser par exemple ce qu'on appelle les income et les capital annuities, surtout dans les comptes de retraite. Alors, première question à gauche, comme vous voulez le savoir, que puis-je faire de mon 401K quand je pars de ma compagnie ou que je rentre en France, par exemple? Nous avons généralement 4 options. On peut le laisser où il est. On peut laisser l'argent dans un ancien 401K et ça va continuer à faire ce qui lui est demandé. On peut le transférer, l'ancien 401K, vers le nouveau 401K de son nouvel employeur, sans impact fiscal. On peut sortir les fonds. Chaque dollar qui sort d'un 401K, comme il n'a jamais été taxé, sera taxable sur le revenu. Si par exemple on sort 10 000 $, c'est comme si j'avais eu 10 000 $ de revenus cette année. Si je sors l'argent avant 59 ans et demi, j'ai 10% de pénalité. Si je sors l'argent après 59 ans et demi, je n'ai pas de pénalité. Ou le dernier point, c'est qu'on peut faire un rollover. On peut transférer son 401K vers un IRA, un Individual Retirement Account, sans impact fiscal. Et l'avantage de cela, c'est que cet Individual Retirement Account est une coquille dans laquelle on va pouvoir continuer à avoir des investissements diversifiés, où on peut y positionner de l'immobilier, du financier, des commodités, du private equity, sa propre entreprise, ou potentiellement ce qu'on appelle des annuities. On va voir comment potentiellement les annuities peuvent jouer un rôle clé au sein de ces comptes de retraite. Le premier type, c'est ce qu'on appelle les income annuities. Et l'objectif d'un income annuity, c'est à terme de pouvoir vous générer des revenus garantis pour le reste de votre vie. Petit point aparté, il y a 5 manières d'avoir des revenus garantis pour le reste de notre vie à la retraite. 1, la sécurité sociale française. Deuxièmement, les complémentaires de retraite françaises. La sécurité sociale américaine, les pensions, si vous avez la chance d'avoir un employeur qui a encore un pension garanti pour le reste de votre vie. Et cinquièmement, les income annuities. Donc, comment cela fonctionne? Je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui a 50 ans, qui positionne 100 000 $ dans un income annuity au sein d'une compagnie d'assurance. Donc 50 ans ici. Il y a certaines compagnies qui vont vous dire, par exemple, je vais vous garantir x2 en 10 ans ou x2,5 en 15 ans. Donc, si par exemple, on peut attendre entre 50 ans et 65 ans, et bien ces 100 000 $ sont garantis d'augmenter à 250 000 $, x2,5 en 15 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que cet argent est investi sur le marché financier. Et si le marché financier se porte bien et qu'on a 500 000 $, on prendra 500 000 $ en considération. Si c'est 400 000, on prend 400 000. Mais si j'ai plus que 100 000 ou zéro, je suis garanti au minimum 250 000 $ pour pouvoir me générer des revenus pour le reste de notre vie. L'objectif de cet instrument-là, c'est quand on arrive, par exemple, à sa retraite, je fais pris 65 ans pour l'exemple, et bien l'idée, c'est de générer des revenus garantis pour le reste de notre vie. Les taux à l'heure actuelle sont proches des 5%. Je vais prendre 5% pour l'exemple. 5% de 250 000 $, ça fait un chèque de 12 500 $ pour le reste de sa vie. Et ça, c'est ce qu'on appelle le worst case scenario. Comme j'ai la garantie d'avoir une accumulation minimale et un revenu minimal de 5%, c'est mon worst case scenario. C'est-à-dire que si à 50 ans, j'ai 15 ans pour attendre ma retraite, je suis garanti, lorsque je prends ma retraite, un minimum de 12,5% de rendement à vie pour le reste de ma vie. Si le marché s'est mieux porté, si j'ai 500 000 $, j'aurai évidemment le double, 25 000 $ à vie pour le reste de ma vie. L'avantage d'un point de vue fiscal, alors il peut y en avoir, mais l'avantage de planification financière et de risque, parce que c'est vraiment l'objectif de cette conversation ici, c'est le risque, c'est tout simplement que vous avez une augmentation garantie et des revenus garantis. Vous avez quand même l'upside potentiel du marché. Donc, quels sont les 3 avantages de l'instrument? C'est que, 1, on garantit ce que l'on va mettre dedans. Deuxièmement, on va garantir une accumulation minimale et tirer avantage de l'upside potentiel de marché. Et dernièrement, d'avoir des revenus garantis pour le reste de sa vie. Voilà comment on peut potentiellement réduire le risque et la volatilité de sa stratégie patrimoniale globale grâce à ces instruments de retraite. Le deuxième point, c'est ce qu'on appelle les index annuity ou capital annuity. Et là, ça vous permet en fait de doubler votre Sharpe ratio. Alors, en quelques mots, vous voyez en bas à droite, qu'est-ce que le Sharpe ratio? C'est une des mesures que l'on regarde de manière très courante dans notre industrie quand on regarde un portefeuille, quand on regarde la diversification. L'objectif, c'est de pouvoir maximiser le rendement par unité de risque. C'est exactement ce qu'est le Sharpe ratio. Ici, cette mesure ici, c'est les attentes de rendement de votre portefeuille, moins
le taux sans risque, qui serait par exemple les 10-year Treasury Bonds, sur la volatilité, sur le risque en lui-même. Et plus ce ratio est élevé, plus c'est intéressant. C'est-à-dire que pour chaque unité de risque, je vais maximiser mon rendement. L'avantage de ce type de capital annuity, c'est qu'avec une exposition qui serait potentiellement similaire, on aura 2 fois plus d'attente de rendement par unité de risque. Et je vais vous montrer pourquoi. Un capital annuity, c'est tout simplement l'opportunité d'investir sur le S&P 500. Donc, on va aller avoir une compagnie d'assurance qui va vous dire, voilà, vous avez l'opportunité d'investir sur le S&P 500, vous allez choisir un nombre d'années sur lequel vous souhaitez être investi. On peut choisir 1 an, 3 ans ou 6 ans par exemple. Et donc, pendant 1 an, on sera investi sur le marché, ou 3 ans, ou 6 ans. À l'issue de ce terme, on peut faire ce que l'on veut avec cet argent. On peut se dire, j'ai fini mes 3 ans, je souhaite de nouveau maintenant être rediversifié sur un portefeuille, je peux sortir l'argent, rester dans un IRA par exemple, et rediversifier. On a une totale liquidité sur cet argent au-delà du terme. L'idée, c'est de rester dans cet instrument pendant le terme souhaité. Ce qui est intéressant, c'est que pour ce type d'instrument, il y a 0 fees. Ce qui est très, très compliqué même à comprendre, c'est qu'il n'y a aucun fees pour être investi sur le marché financier, sur le S&P. Il n'y a aucun fees pour le conseiller financier, pour la compagnie d'assurance. Il y a 0 fees, aucun drag négatif sur la performance du S&P. L'avantage également, c'est qu'il y a à la fois un cap et un buffer. On a connu des temps où les caps étaient illimités. En ce moment, ce que l'on peut trouver de mieux en ce moment, c'est un cap à 200% de rendement sur 6 ans, par exemple. Donc, si on prend un terme de 6 ans, ça veut dire qu'on ne peut pas faire plus que 3 fois sur, par exemple, le S&P 500. Donc, imaginez, par exemple, que l'indice soit à 2000. Et ben, s'il passe à 6000, donc x3, on parle vraiment de 200% de rendement supplémentaire, et ben, on serait capé à ce montant-là, qui est assez, c'est énorme en termes de rendement annuel qu'il faudrait avoir de manière compoundée pour pouvoir récupérer du 200% de rendement en 3 ans, en 6 ans par exemple, sur une période. Donc un cap qui est extrêmement élevé, mais on a l'avantage d'avoir un buffer, qui est un buffer de 20%. C'est-à-dire que si le marché, dans 6 ans, a perdu de la valeur, et ben les 20 premiers pourcents de pertes sont sécurisés. Et ce qui est intéressant, c'est que dans toute l'histoire de la finance, il n'y a jamais eu de période de 6 années d'affilée où le marché a perdu de plus de 20% d'affilée. Vous prenez n'importe quelle année, 1923 jusqu'en 1929, 2001, 2008, etc. Il n'y a jamais eu 6 années d'affilée où le marché a perdu plus de 20%. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas à l'avenir, mais la probabilité est très faible de perdre de l'argent, en tout cas perdre plus de 20% sur 6 années consécutives. Donc ça veut dire qu'on a une très bonne confiance à quasiment perdre aucun argent en se positionnant sur le marché, d'être 100% agressif, 100% sur le marché, zéro drag, quasiment pas de cap, puisque le cap est actuellement très élevé. Et donc, ça nous permet à la fois de réduire le risque et de maximiser le rendement. Et donc, puisqu'il y a un buffer, puisqu'il y a une protection, eh ben, vous allez pouvoir avoir un Sharpe ratio qui est généralement multiplié par 2. Donc, au lieu de faire appel à la théorie moderne du portefeuille quand on va se diversifier sur un portefeuille avec différentes classes d'actifs comme on l'a vu avant, d'avoir un minimum de 6 classes d'actifs pour s'assurer que si le marché s'écroule, tout ne s'écroule pas, etc., d'avoir cette gestion proactive du risque, ben, grâce à ce type d'instrument-là, on n'a pas besoin de faire appel à cette théorie-là. On est 100% agressif, on a 100% l'upside du marché jusqu'à un certain cap, mais on a évidemment de la protection en cas de besoin. Voilà pour conclure cette partie-là de la minimisation donc, du risque au sein de la stratégie. On va passer au point numéro 3, qui est tout simplement comment se positionner stratégiquement dans sa stratégie patrimoniale pour se prémunir d'une baisse des marchés et même potentiellement de tirer avantage de celle-ci. Donc pour ce faire, je vais vous montrer ce qu'on appelle de mettre en place une stratégie qu'on appelle à 2 vitesses. Donc pour ce faire, je vais faire un graphique comme à l'accoutumée. Et cette première vitesse, c'est le fait d'être en permanence investi sur le marché financier et immobilier. Comme vous le savez, je mets dans le même panier le financier immobilier, non pas parce que ce sont exactement les mêmes classes d'actifs, mais parce qu'au-delà de faire de l'épargne pour une très longue période de temps, il n'y a que 2 manières de créer de la valeur patrimoniale. Ownership, détenir son propre business ou des compagnies, sur le marché privé ou public, et le real estate. Et l'idée, c'est que sur le long terme, sur ces classes d'actifs-là, c'est de générer un minimum de 7 à 8% à long terme. C'est d'avoir cet objectif, vous voyez cette courbe linéaire que j'ai mise, de générer ces 7 à 8% sur le long terme. Mais comme vous pouvez le voir sur mon graphique, j'ai mis des petites vagues, parce que maintenant, depuis 30 ans, on est dans ce qu'on appelle le new normal. On est dans un univers économique d'expansion, crash, expansion, crash. Il faut savoir qu'un crash du marché financier n'est pas une mauvaise nouvelle. Ce n'est pas une bonne nouvelle, c'est tout simplement une nouvelle.
Il n'y a que les personnes qui n'ont pas de stratégie proactive en place qui sont fullement heurtées par un crash du marché financier. Un exemple très simple, on arrive en 2007-2008, je vais prendre l'exemple de l'Américain moyen, qui a par exemple 300 000 $ investis sur le marché financier dans son 401k, le marché s'écroule, il perd 57%, cette personne est diversifiée, ne perd que 33% et se retrouve avec 200 000 $. Et bien, stratégiquement parlant, il ne faut surtout pas sortir du marché financier, sinon on va réaliser des moins-values permanentes. Il s'agira de rester investi. Pour vous donner un petit peu une statistique globale de l'économie ici aux États-Unis, 60% des Américains, ou en tout cas des personnes qui vivent ici aux États-Unis, ont moins de 25 000 $ de côté. Donc déjà, extrêmement compliqué. On vit dans un pays à de très fortes inégalités. C'est quasiment les stats d'un pays du tiers-monde. Deuxièmement, les personnes qui sont entre 60 et 85% de la population, généralement, la manière dans laquelle ils vont mettre de l'argent de côté, ou en tout cas créer leur stratégie patrimoniale, c'est ils vont essayer d'acheter un bien immobilier, repayer leur prêt immobilier, et deuxièmement, maximiser leur 401k. Et ainsi, la plupart de leur argent est lié au marché financier et au marché immobilier. Et lorsqu'ils se rapprochent de leur retraite, il faut déjà savoir que les 5 années avant la retraite et les 5 années après la retraite, ce sont les 10 années les plus difficiles, ou en tout cas les plus dangereuses de toute la planification financière. Et s'il arrivait quelque chose de massif, tel qu'un crash du marché financier et immobilier à ce moment-là, quel est le choix possible? Déjà, il faut rester investi, sinon on va perdre de l'argent de manière sûre, on ne va pas tirer avantage du rebond qui va suivre. Et deuxièmement, il va falloir continuer à travailler. Et on voit beaucoup de personnes, c'est la première chose qui m'avait choqué quand je suis arrivé aux États-Unis, quand on va au supermarché et qu'on voit quelqu'un qui a 75 ans, qui encore travaille parce qu'il en a besoin, c'est qu'il y a eu très probablement une problématique dans la gestion proactive de la gestion patrimoniale. Ce que je ne souhaite à personne, et notamment pas à notre communauté française ici aux États-Unis. Donc l'objectif, c'est-à-dire que c'est de se rapprocher plus des personnes qui gèrent le patrimoine entre 85 et 100% de la population, d'avoir cette stratégie proactive. Et ainsi, l'idée, c'est d'avoir cette deuxième vitesse, qui soit, elle, non corrélée au marché financier immobilier, et qui va nous permettre à la fois de gérer le risque de manière proactive, mais également de tirer avantage d'opportunités quand elles arrivent. Un actif qui est très simple à comprendre, c'est d'avoir du cash. Vous avez du cash à la banque. On a déjà entendu parler de l'expression « cash is king ». C'est-à-dire que quand l'argent se fait rare et qu'il y a des opportunités d'investissement, puisqu'il y a des actifs qui ont été dépréciés sur le marché financier ou immobilier, si on a du cash disponible, on va pouvoir tirer avantage, acheter des choses on sale et ainsi tirer avantage de cette opportunité de marché. La problématique du cash, c'est que si on avait détenu du cash pendant les 15 dernières années, on a divisé par 2 le pouvoir d'achat. Si on a fait ça pendant 30 ans, on a divisé par 4 et ainsi de suite. C'est la raison pour laquelle on va conseiller de détenir qu'entre 6 et 12 mois de dépenses et pas plus. Et c'est là où, par exemple, notre propre banque familiale va rentrer en jeu. Notre Wally, par exemple. Parce que c'est un actif sur lequel on va pouvoir attendre avec un rendement qui est supérieur à l'inflation, 3 à 5% à long terme. Rappelez-vous, entre 4,5 et 6,5% si on prend en considération de l'impact fiscal et des fees, des frais. Et l'objectif de cet instrument-là, ce n'est pas de battre le marché, c'est d'être beaucoup plus efficace que le cash et potentiellement des obligations. Mais maintenant, quand il y a des opportunités d'investissement, on va pouvoir utiliser nos liquidités et tirer avantage d'opportunités. Par exemple, si on avait 150 000 $ de liquidités, on va pouvoir potentiellement, par exemple, investir 100 000 $ ici et tirer avantage de cette opportunité de marché. Et ainsi revenir sur ses pieds rapidement. Alors, une question que vous allez peut-être me poser, ou peut-être si je vous posais la question en direct et vous dire est-ce que vous me suivez d'un point de vue théorique? Probablement, je pense qu'on est sur la même longueur d'onde. On va utiliser des actifs non corrélés quand il y a des opportunités d'investissement. D'un point de vue empirique, vous allez peut-être me poser la question, Alexandre, très bien, mais quand est-ce qu'on est au plus bas du marché? Quand est-ce que c'est le meilleur moment? Parce que quand on allume la télé, quand on est en phase de volatilité, de crash, on allume, c'est moins 6%, on rallume moins 7, moins 5, etc. Quand est-ce que c'est le meilleur moment pour pouvoir se repositionner à l'achat? Et la réponse à cette question, c'est j'en ai aucune idée. Je n'en sais rien, vous n'en savez rien, personne n'en sait rien. Sinon, les marchés ne seraient pas efficient. Il n'y aurait pas d'efficacité sur les marchés financiers, ils n'existeraient pas. Mais nous, en tant que conseiller financier, on va regarder un certain nombre d'indicateurs qu'on appelle les current ou lagging indicators. Quand on est en forte phase de volatilité ou tout simplement de crash du marché financier, nous allons en monitorer 7. Nous allons regarder 7 indicateurs qui vont, si ces indicateurs se repositionnent au vert, nous donner le signal de se repositionner à l'achat. Je ne vais pas faire l'ensemble des 7 aujourd'hui, mais je vais vous en donner un. C'est notamment la Banque centrale américaine qui a annoncé le programme TARP, Unlimited Quantitative Easing, en octobre 2008, pour pouvoir relancer la confiance et la liquidité sur le marché financier. Petit rappel de ce qui s'est passé fin 2007, c'était la crise des subprimes aux États-Unis. Si vous avez la chance d'avoir été déjà aux États-Unis dans cette période-là, vous savez exactement ce qui s'est passé.
ce n'était pas quelques Américains, mais des millions d'Américains qui ont acheté non pas une ou deux maisons, mais 5, 10, 15 maisons. Certaines personnes avaient des reins solides, qu'on appelle du prime rate, des gens qui avaient un credit score potentiellement au-delà de 740, qui étaient très confortables d'un point de vue financier, et se permettaient potentiellement de faire face à une crise s'il y avait une augmentation des taux d'intérêt. Et puis, il y avait également des gens qui étaient considérés comme du subprime, donc en dessous du prime rate, avec des credit scores qui étaient proches des 400, 500, 600, et qui empruntaient quand même, parce que déjà, d'un côté, c'était l'opportunité de voir l'augmentation de son bien immobilier. Donc, même s'il y avait un pépin, je pouvais revendre potentiellement pour plus cher. Et deuxièmement, les mortgage brokers, tout simplement, ne portaient pas forcément attention au risque qu'ils prenaient parce qu'ils revendaient le risque à des investisseurs. Des grandes institutions telles que Lehman Brothers, Goldman Sachs, etc. avaient créé des instruments tels que des CDO et CMO, qui sont des instruments de dette, et racheter ces dettes-là pour pouvoir les revendre à d'autres investisseurs. Donc, les mortgage brokers ne prenaient pas le risque, généraient des commissions pour pouvoir faire un maximum de transactions et n'étaient pas impliqués de ce côté-là. Généralement, il y a une petite astérix en bas qui disait que ce sont des taux d'intérêt qui étaient variables, indexés sur des swaps de taux, ou je dirais même de manière banalisée sur des taux zimbabwéens, etc., qui étaient indexés sur les choses qui potentiellement, s'il y avait une augmentation des taux d'intérêt, évidemment, les gens qui n'ont pas de fort credit score se retrouvent en situation de difficulté, n'ont pas les reins solides pour faire face à l'augmentation de ces taux d'intérêt, de ces repaiements de ces prêts immobiliers, et se retrouvent en situation de difficulté. Ça a un impact direct sur déjà, les personnes sur l'économie réelle, parce que les personnes maintenant se retrouvent sans logement. Mais maintenant, les investisseurs qui ont acheté ces instruments financiers se retrouvent en difficulté, puisque généralement, ces packages, il y avait généralement 70% de l'instrument qui était du prime rate, de très forte qualité, et 30% qui était du subprime. Et quand vous avez maintenant la valeur de ces subprimes qui sont quasiment proches de zéro, parce qu'il y a une non-capacité de repayement de ces prêts immobiliers, vous avez des produits maintenant qui sont toxiques. Et une banque, pour être en activité, elle doit avoir deux types de ratios, un ratio de liquidité et un ratio de solvabilité. Et si elle descend en dessous de ces ratios-là, elle peut potentiellement être en situation de forte difficulté, voire potentiellement de banqueroute. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Des millions et des milliards de dollars ont été investis par beaucoup de banques à travers le monde qui sont retrouvées avec des caisses vraiment réduites par ces produits maintenant toxiques et se sont retrouvés en dessous de ces critères de solvabilité et se sont retrouvés en forte difficulté. Et donc maintenant, il y a deux choix pour les gouvernements. C'est I bail them out, je vais injecter des liquidités pour pouvoir les sortir d'affaires, ou bien je vais les laisser mourir. Ils ont en effet sorti d'affaires pas mal de banques, mais ils ont pris le choix de laisser mourir deux grandes banques ici aux États-Unis, Lehman Brothers et Bear Stearns. Et ça a un impact direct sur le marché financier. Parce que maintenant, il faut savoir que les grandes banques, grandes institutions doivent être à l'équilibre au niveau de leur compte chaque soir. Ils ont ce qu'on appelle un interbank rate. Et quand il y a des banques qui sont en excès de cash, ils le prêtent à d'autres, et ainsi de suite, pour qu'ils soient à l'équilibre. Et quand l'économie se porte bien, il n'y a aucun problème. Mais si maintenant, vous n'avez pas la garantie en tant qu'institution de revoir votre argent le lendemain, parce que maintenant, il y a cette banque qui a fait banqueroute, vous avez un instinct naturel qu'on appelle le flight to safety. Vous allez positionner un maximum de vos liquidités dans les bons du Trésor américain pour avoir cette garantie du gouvernement américain de revoir votre argent le lendemain. Et donc, des billions and trillions de dollars ont été positionnés dans la Banque centrale américaine. Et ça a un impact direct sur l'économie. Parce que maintenant, les individus qui veulent acheter de l'automobile ou, par exemple, de l'immobilier se retrouvent sans la capacité de pouvoir emprunter. Et maintenant, les entreprises, pour développer leur CAPEX, acheter d'autres usines ou d'autres compagnies, se retrouvent sans la capacité de pouvoir se développer. Et ainsi, augmentation du chômage, crise sociétale, crise économique, financière et ainsi de suite. Et donc, pour se sortir d'affaires, la Banque centrale américaine a décidé, en octobre 2008, de pouvoir agir, de pouvoir racheter ces bons du Trésor américain à hauteur de 80 milliards de dollars par mois, et cela de manière massive, pour pouvoir avoir ces liquidités disponibles. Maintenant, ces grandes banques, institutions ne peuvent plus les remettre dans ce type d'instrument et doivent trouver des solutions qui sont un peu plus risquées et ainsi de suite. Et ça a créé un effet boule de neige. Et entre le 9 mars 2009, qui était le plus bas de la crise, entre le 9 mars et 9 mois plus tard, il y a eu un rebond du marché financier ici de près de 70%, sans cause économique, grâce à l'impulsion artificielle de la Banque centrale américaine. Donc, quand on a ce type d'indicateur-là, ça nous donne la possibilité de commencer à se repositionner à l'achat. Mais à ce moment-là, comme on ne sait pas quand on est au plus bas, par exemple, entre octobre 2008 et mars 2009, il y a eu près de 5 mois. Personne ne sait quand on est au plus bas. Mais on va commencer à se repositionner à l'achat. Et donc, par exemple, si on a 100 000 $ à positionner, on ne va pas mettre 100 000 $ d'un coup, mais on va mettre 10 000 $ par mois sur les 10 prochains mois. Et ainsi, mettre en place une stratégie qu'on appelle de dollar cost averaging. On aura la moyenne de ces 10 mois.
et on sera très bien positionné pour tirer avantage de cette anomalie de marché et ainsi tirer avantage du rebond qui va suivre. En 2007-2008, il aurait fallu environ 2 à 3 ans pour revenir sur ses pieds au lieu d'attendre 10 ans. Hein. Entre 2007 et 2017, on appelle ça de lost decade. Là, on aura pu revenir sur ses pieds beaucoup plus rapidement. Et ce qui s'est passé, on remet son argent au chaud, évidemment. Et ce qui s'est passé entre 2010 et 2021, le marché a été phénoménal. Il a généré potentiellement entre 12 et 16% par an sans avoir besoin de battre le marché. Tout simplement, en étant positionné sur le marché, on a pu générer ce type de rendement-là. La dernière chose pour conclure là-dessus, c'est que si on utilise ces deux classes d'actifs de manière non corrélée sur le long terme, qu'est-ce que l'on va avoir comme type de rendement? On aura la moyenne pondérée de ces deux types de rendements-là, alors que si on les utilise de manière proactive, eh ben on sera plus proche des 9 à 11% à long terme en prenant beaucoup moins de risques. Et c'est exactement ce que l'on recherche. Moins de risques, plus de rendement. Et voilà comment cela peut être mise en place. Voilà comment se matérialise un dollar cost averaging. Si on achète maintenant une position tous les mois de manière proactive, automatisée, sans prise de décision émotionnelle, eh ben on aura un prix d'achat qui sera bien inférieur que si on avait acheté par exemple en amont. Et donc, si le marché justement continue à descendre, on sera très bien positionné, on se sera positionné pour tirer avantage d'un rebond du marché et ainsi de suite. Donc, on va utiliser de manière proactive une stratégie de dollar cost averaging quand besoin est. Petit aparté là-dessus, c'est exactement ce que l'on a fait avec l'ensemble de notre clientèle à USA France Financials, à l'issue évidemment de ce webinaire que j'avais donné exactement il y a un an, au 30 mars 2020. C'est exactement ce que l'on avait pu annoncer. On a appelé tous nos clients, on a appelé ça Investment Risk Review, et on a pu revoir à la fois le portefeuille, prendre des décisions proactives, mais également pouvoir mettre en jeu des actifs qui sont non corrélés et tirer avantage de cette opportunité de marché. Dernier point, dernière question. Comment contribuer à réduire l'impact fiscal au sein de votre portefeuille d'investissement? Donc, voilà 4 points que l'on peut mettre en place de manière proactive pour réduire l'impact fiscal. Premièrement, tirer avantage de comptes qui sont fiscalement avantageux ici aux États-Unis. Il y a certains types de comptes. Premièrement, il y a des comptes qui sont liés à la retraite. Par exemple, qu'on appelle les 401k, les 401k, des IRA, Individual Retirement Account, des Roth 401k, Roth IRA. Pour les entrepreneurs, il y a ce qu'on appelle, ou des compagnies, des SEP IRA, des Simple IRA. Pour les gens qui sont tout seuls, par exemple, il y a ce qu'on appelle les solo 401k ou KeyHog. Il y a différentes manières de pouvoir positionner de l'argent de manière avantageuse dans des instruments de retraite. Il y a également des instruments pour l'éducation, tels que les 529 plans. Attention là-dessus, l'argent doit être dépensé dans des institutions d'éducation qui soient accréditées par le gouvernement américain. Si vous n'avez pas la certitude que vos enfants iraient dans, par exemple, des établissements accrédité par le gouvernement américain plus tard, c'est potentiellement peut-être pas le meilleur instrument à choisir. Mais il existe évidemment des instruments, ou en tout cas des comptes fiscalement avantageux pour l'éducation. Et enfin, des comptes avantageux pour la santé, qu'on appelle des HSA ou FSA, des Health Saving Account ou Flexible Saving Account. Il faut savoir que le HSA est l'instrument le plus fiscalement intéressant ici aux États-Unis. Si vous avez un high deductible plan d'un point de vue médical, vous pouvez potentiellement tirer avantage des HSA. Si vous avez cette opportunité à travers votre employeur, vous êtes limité dans vos contributions. Mais l'avantage de ce plan-là, c'est que c'est déductible d'impôt quand vous positionnez l'argent. 2, c'est déféré d'un point de vue fiscal. Et troisièmement, c'est tax-free quand vous sortez l'argent. Il n'existe pas d'instrument plus avantageux que cela. Évidemment, il faut sortir l'argent si on a eu des dépenses médicales. Ce qui est également intéressant, c'est qu'on n'est pas obligé de sortir l'argent la même année que nous avons eu ces dépenses médicales. C'est-à-dire que si vous gardez vos reçus de dépenses médicales et que vous continuez à investir cet argent dans cette HSA pendant les 30 prochaines années et que vous sortez l'argent 30 ans plus tard, vous pouvez dire, j'ai fait appel à mon médecin il y a 30 ans, voici le reçu et voici la raison pour laquelle je peux sortir mon argent tax-free, qui fait un instrument en tout cas un compte extrêmement intéressant d'un point de vue fiscal. Le point numéro 2, c'est d'utiliser des instruments qui sont fiscalement intéressants. On a déjà parlé des annuities qui peuvent être fiscalement intéressantes. Deuxièmement, des obligations municipales, ce qu'on appelle les muni-bonds ici aux États-Unis. Par exemple, si vous détenez une muni-bonds, les coupons qui sont générés sont, eux, tax-free d'un point de vue fédéral. Et si vous résidez dans le même État dans lequel la municipalité est également, par exemple, si j'habite en Californie et que je détiens une municipalité californienne, eh ben, je serai exempté d'impôt à la fois au niveau fédéral et au niveau de l'État également. Donc, il y a des instruments qui nous permettent de réduire l'impact fiscal
telles que les obligations municipales. Et enfin, on l'a vu ensemble, les assurances vie permanentes américaines, de type par exemple Wally, qu'on a vu, ou Cash Value Life Insurance, qui sont eux de l'argent après impôt, taxe déférée, taxe free, c'est-à-dire que quand on met $1 dedans, il n'y a plus jamais d'imposition pour le reste de notre vie, peu importe que l'on reste aux États-Unis ou qu'on rentre un jour en France ou ailleurs. Troisièmement, on peut optimiser le positionnement des actifs au sein de ces comptes. Donc tout simplement, si par exemple vous avez de l'argent sur un compte d'investissement classique et de l'argent sur un compte déféré de retraite par exemple, eh ben, généralement, de manière classique, on se dit je vais potentiellement être un peu plus agressif sur mes comptes de retraite parce que mon horizon d'investissement est plus élevé et je vais être un tout petit peu peut-être moins agressif lié à ma tolérance au risque sur mon compte d'investissement classique parce que j'ai une liquidité, je peux utiliser mon argent et donc je ne veux pas créer trop de volatilité si je veux utiliser mon argent une deuxième fois. Ce qui a énormément de sens. Mais d'un point de vue fiscal, il faut s'arrêter juste avant de l'implémenter, cette stratégie-là, parce que généralement, on souhaite déposer les obligations, le fixed income, au sein des comptes déférés. Parce que sinon, chaque fois que vous avez des coupons en dehors des obligations municipales, des obligations classiques, que les treasuries, les obligations d'entreprise, eh ben, on est taxé tous les ans sur le revenu, sur ces revenus-là. Donc, si on les positionne dans notre compte de retraite, qui est déféré d'un point de vue fiscal, eh ben, on a beaucoup plus d'intérêt à les positionner là-dedans pour réduire l'impact fiscal. Donc, en fait, l'allocation finale doit tirer avantage des différents instruments qu'on va utiliser dans sa stratégie globale. Et le dernier point, d'un point de vue de la réduction de l'impact fiscal, c'est de bénéficier, de nos jours, on a la possibilité d'utiliser l'intelligence artificielle. Alors, pas toutes les compagnies peuvent faire bénéficier leurs clients de cela parce qu'il y a beaucoup de patents qui sont là-dessus. Mais l'avantage, c'est que notre clientèle peut en bénéficier. Et tout simplement, de manière classique, normalement, quand on a un conseiller financier, généralement, et qu'on a des plus-values et moins-values dans notre portefeuille, à la fin de l'année, eh ben, on va essayer, par exemple, s'il y a eu des plus-values réalisées, si on a des moins-values latentes, on va réaliser les moins-values latentes pour pouvoir réduire l'impact fiscal pour chaque année. Et ça, heureusement que, évidemment, un conseiller financier puisse le faire. Mais ça, c'est une manière réactive de réduire l'impact fiscal. En fait, de manière proactive maintenant, en mettant ce qu'on appelle un tax overlay, de l'intelligence artificielle, d'un point de vue quotidien, tous les jours, il y a une gestion proactive de l'impact fiscal. Il y a 6 stratégies qui sont marquées ici en bas à gauche, tax loss accounting, loss investing, etc., qui permet au quotidien de réduire l'impact fiscal de manière proactive au lieu de le faire de manière réactive. Et ainsi, ce qui est généré, c'est généralement de manière empirique 1% de rendement annuel qui est recapturé, qui serait perdu en impôts. Et ça, comme vous voyez sur le graphique à droite, sur le long terme, ça fait beaucoup d'argent. Le dernier point pour conclure, parce qu'on arrive quasiment, voilà, il est 12h52, il nous reste quelques minutes, je vais conclure là-dessus et on va pouvoir ouvrir le champ en question avec grand plaisir. Donc, généralement, en termes de gestion proactive de ces investissements, il y a 5 points à prendre en considération. Premièrement, c'est l'allocation d'actifs qui va être le driver numéro 1 de votre rendement à long terme. Donc, on l'a vu ensemble, d'avoir une stratégie qui soit diversifiée, de faire appel à la théorie moderne du portefeuille, de diversifier les classes d'actifs, selon à la fois votre tolérance au risque, mais également votre capacité à prendre du risque. Il faut également comprendre que dans notre stratégie globale, le plus on a de garanties en place dans sa stratégie globale, le plus on a les reins solides, tels que par exemple avoir du cash, du Wally, des annuities, comme on l'a vu ensemble, des actifs qui ont des garanties, le plus on peut se permettre de prendre du risque sur le marché financier et immobilier. C'est le point exactement, le point numéro D qu'on a déjà vu ensemble. Le point numéro D, Holistic Asset Allocation, donc mettre en place la stratégie à 2 vitesses que l'on a vu en place, mais également comprendre qu'il y a une corrélation entre les actifs. Le plus on a de garanties en place, le plus on peut se permettre de prendre du risque au-delà de notre tolérance et ainsi générer plus de rendement à long terme en prenant beaucoup moins de risques. Le point numéro 2, c'est l'advisor alpha. On l'a déjà vu, c'est de réduire les travers comportementaux. Le point numéro C, c'est tirer avantage soit des capital annuities, soit des options. Par exemple, nous avons des clients qui ont des options ou des RSU qui sont non-vested pour des montants très élevés. Et bien, si nous achetons par exemple des options, nous pouvons garantir que le prix de l'action ne puisse pas descendre en deçà d'un certain montant, parce que ce qui nous importe vraiment, nous, ce n'est pas que la compagnie dans laquelle, par exemple, nos clients pour lesquels ils travaillent réussissent, mais c'est que nos clients réussissent quoi qu'il arrive, qu'ils soient en position de force, plus ils se rapprochent de leur retraite, pour que l'incidence d'événements externes ou extérieurs à leur planification financière n'ait pas d'incidence à pouvoir maximiser leurs revenus à la retraite. Parce que pour nous, et c'est le dernier point, c'est la conclusion, là, ce qu'on appelle le net worth, la valeur nette de patrimoine, pour nous, elle n'a aucune valeur.
c'est quelque chose d'assez abstrait. Parce que qu'est-ce qui est vraiment important, puisque l'argent n'est pas une fin en soi, l'argent est un moyen. Ce qui nous importe, c'est l'aspect cash flow, l'aspect income. Parce que le fait d'avoir des revenus va pouvoir avoir un impact direct sur notre style de vie, sur notre indépendance financière, notre capacité à pouvoir faire du bien autour de nous. Et deuxièmement, donc l'aspect cash flow, et deuxièmement, c'est le net worth at death. C'est-à-dire que le jour où on décédera, de pouvoir passer un maximum d'argent à la génération future ou à d'autres bénéficiaires ou de charities de manière la plus optimale possible. Donc, it's all about income and net death benefit au niveau du décès. Et c'est pour ça qu'on va voir cela dans une autre conférence. Normalement, je vais être quasiment tous les mois sur French Morning pour pouvoir aborder un certain nombre de thèmes. Mais l'idée d'un point de vue de la planification financière, c'est de mettre en place donc 3 stratégies, une stratégie de flowing, de bucketing et de priority-based. La stratégie purement à la française est ce qu'on appelle strategy-based. Vous avez l'opportunité, en étant résident fiscal américain aujourd'hui, peu importe où vous serez à l'avenir, de tirer avantage des 2 autres stratégies qu'on appelle flowing et bucketing. On verra ça dans un autre webinaire. Je souhaitais ouvrir sa dernière porte et c'est avec plaisir, Romain, que j'ouvre le plancher aux questions. Je vous remercie pour votre attention. Merci Alex, magnifique. Juste avant que tu coupes le partage d'écran, j'aimerais vous montrer que vous pouvez prendre rendez-vous tout de suite avec Alexandre. Donc si vous n'avez pas encore utilisé les QR codes au restaurant, c'est exactement la même chose. Donc vous prenez votre téléphone, vous passez dessus avec votre téléphone, avec la caméra, l'appareil photo, et vous arrivez directement dans le calendrier d'Alexandre et vous pouvez prendre rendez-vous gratuitement avec lui. Voilà. Ensuite, on va pouvoir couper le partage d'écran une fois que tout le monde aura scanné. Et si jamais vous n'en faites pas, vous aurez les coordonnées aussi d'Alexandre et tout ça sera en replay, je vous rassure. Alors, on donne toujours la priorité aux gens qui nous ont posé des questions par email. Et donc, on en a quelques-unes. Donc, Philippe qui nous écrit quelle est la perspective d'évolution du dollar par rapport à l'euro? Alors, excellente question. Pour tout ce qui est tout simplement du Forex, personne n'a de boule de cristal. Ce serait trop facile. Personne ne sait où sera l'euro-dollar dans 2 mois, dans 5 mois. Ce que l'on sait à l'heure actuelle, c'est qu'il y a un certain nombre de problématiques en Europe. Il y en a 2 que je vois à court terme. Déjà, 1, le vaccin n'avance pas aussi rapidement que dans d'autres places, telles que les États-Unis. On parle de l'euro-dollar. Donc, potentiellement, ce drag négatif qu'a sur l'Europe va faire en sorte que le développement économique de l'Europe va prendre beaucoup plus de temps. On le sait également d'un point de vue historique. Si demain, je vous disais, si vous devez placer de l'argent entre les États-Unis et la France dans une perspective de rebond économique, où est-ce que vous placeriez votre argent? Très probablement sur les États-Unis, parce que les États-Unis, ils ne lâchent rien. OK, on a été en crise, très bien, maintenant on repart de l'avant, beaucoup plus rapidement. Donc, premièrement, la problématique des vaccins et d'un rebond de l'économie se fera de manière beaucoup plus active ici aux États-Unis. Et donc, ça, c'est le premier point. Deuxièmement, c'est l'implication également des stimulus à la fois économiques et fiscaux qui fait que l'économie va repartir plus rapidement. Et dernier point, quelque chose d'assez unique, je crois que c'est la 2e fois dans l'histoire qu'un bateau est bloqué dans le canal du Suez. Évidemment, 10% du marché mondial est bloqué à l'heure actuelle. Alors, ils viennent de rouvrir les portes, mais ce n'est pas comme un évier. Ça va prendre beaucoup de temps à ce que les choses reviennent à la normale. Ceux qui vont être le plus impactés, puisque c'est dans le canal du Suez, ce sera l'Europe. Donc, à court terme, on peut s'attendre que l'euro puisse continuer. Il a déjà baissé dans les 4 derniers mois. Potentiellement, comment continuer à baisser un petit peu dans les mois à venir. Après cela, aucune boule de cristal. Je suis généralement assez agnostique entre l'euro-dollar. On va prendre après les gens qui lèvent la main, donc n'hésitez pas à lever la main et comme j'ai dit au début, je cache les noms de famille, comme ça on voit juste vos prénoms. On a une question de Pierre par email et d'ailleurs si vous avez des questions sur le Facebook Live, n'hésitez pas, je regarde aussi. J'ai suivi depuis des années une stratégie de croissance de mon portefeuille. Comment puis-je passer d'une stratégie de revenus? Quel revenu puis-je espérer dans des conditions de sécurité acceptables? Alors, pour répondre à cette question, il va falloir revenir au prochain webinaire, puisque là, on a vu aujourd'hui l'investissement de base. Une des problématiques de la plupart des conseillers financiers que l'on a
aux États-Unis. Alors, je ne parle pas de la France parce qu'en France, on n'a pas vraiment de choix. Donc, il s'agit de maximiser la valeur de son patrimoine en phase d'accumulation, de se diversifier. Et ainsi, quand on arrive à la retraite, de vivre de la valeur de son patrimoine. Et ainsi, on va essayer de gérer le risque. Et donc, d'où la question, quel serait le montant de risque acceptable? La réalité, c'est qu'il y a Morningstar qui a fait un sujet de recherche à ce sujet. Et il ne faudrait pas, à l'heure actuelle, étant donné la volatilité du marché financier à l'heure actuelle, prendre plus de 2,81% de revenus pour avoir 99% de chances de succès. Je répète, 2,81, ça veut dire que déjà dans votre portefeuille, vous allez avoir beaucoup de fixed income dans votre portefeuille pour pouvoir réduire la volatilité, parce que les 5 années avant et 5 années après la retraite, c'est la zone la plus dangereuse. Et également, 2,81, ce n'est pas énorme. C'est-à-dire que pour chaque $1 million que vous mettez de côté, vous ne générez que $28 000 de revenus qui seraient potentiellement taxables, et cela pour le reste de votre vie, qui pose énormément de problèmes en phase d'accumulation parce qu'il va falloir mettre des millions et des millions et des millions de dollars de côté. Et deuxièmement, si vous souhaitez avoir un tout petit peu plus de revenus que cela à la retraite, plus vous allez augmenter le revenu que vous souhaitez espérer. Par exemple, je vais prendre 5% pour l'exemple. La probabilité de succès descend à 70%. C'est-à-dire que si demain vous avez un vol pour Paris et que vous avez 70% de chance d'arriver à destination, est-ce que vous prenez le vol? C'est exactement cela la problématique de la planification financière. Donc, pour répondre à votre question, c'est si vous restez dans une stratégie dite classique, vous allez vous retrouver en situation de difficulté. La réponse est 2,81%. Donc, j'espère pour vous que vous avez des millions de dollars de côté pour pouvoir avoir l'espérance de vie, l'espérance de qualité de vie souhaitée. Ou sinon, vous avez l'opportunité, en étant résident fiscal américain, peu importe où vous êtes à l'avenir, de changer la stratégie d'une stratégie purement française classique qu'on appelle probability based et d'ajouter 2 niveaux qualitatifs sur la stratégie qu'on appelle flowing et bucketing. Et la combinaison de flowing, bucketing et probability based fait qu'on va pouvoir générer plus de revenus, payer moins d'impôts, prendre moins de risques et assurer votre succession. Je vous invite à suivre un des prochains webinaires qu'on va avoir avec French Morning ou d'autres qui ont déjà été enregistrés parce que ça a été déjà mentionné, mais je le rementionnerai également parce que c'est vraiment capital de sortir de cet état d'esprit bloqué un petit peu à la française, qui est la meilleure stratégie à mettre en place en France, mais les opportunités sont vraiment démultipliées en étant ici, peu importe où on sera à l'avenir. Merci. Je crois qu'il y a Thierry qui avait levé la main, mais il avait levé la main au tout début, donc je ne sais pas si il a toujours une question à poser. En tout cas, Thierry, je vous ai donné la main si vous voulez poser votre question en direct. Et en attendant que Thierry arrive à activer son micro, on va prendre la question de Jean-Luc. Salut Jean-Luc, merci d'être là. Concernant le Wali, y a-t-il ou non un impôt sur les successions si le détenteur du Wali est résident en France au moment de son décès? Excellente question. Autrement dit, un impôt prélevé par le fisc français potentiellement. Excellente question. L'avantage, c'est qu'on va garder nombreux des avantages financiers, fiscaux et légaux en cas de retour. Donc déjà, pour l'utilisation de l'argent qui est au sein de son Wali depuis l'étranger, c'est également tax-free parce qu'on va utiliser, il y a 3 manières de tirer l'argent sur son instrument-là. Il y en a une qui est potentiellement taxable et les 2 autres sont tax-free. Donc évidemment, aucune personne va se tirer une balle dans le pied et va utiliser une des 2 des 3 options qui sont, elles, défiscalisées. Lors du décès, peu importe où on est d'un point de vue du fisc américain, de l'IRS, c'est tax-free, income tax-free. D'un point de vue du fisc français, comme vous pouvez potentiellement le savoir, dans un cash value life insurance, quand j'ai essayé d'expliquer, il y a une valeur d'épargne et il y a également à tout moment une valeur de décès. Et cette valeur de décès est toujours supérieure ou égale à l'épargne pour le reste de sa vie. Il y a toujours un effet de levier. C'est-à-dire qu'en cas de décès prématuré, ou à 60, 70, 80 ans, il y a un montant supérieur en plus de l'épargne qui va passer aux bénéficiaires. Le fisc français, de la manière dans laquelle ils vont aborder cette problématique-là, ils vont dire, pour votre épargne, on va le considérer comme de l'assurance vie française, et pour la différence entre l'épargne et l'assurance décès, on va la considérer comme l'assurance décès pure, et ainsi sera défiscalisée. Exemple très simple, vous avez 500 000 $ d'épargne, je vais prendre des euros, comme ça on sera en euros, 500 000 € d'épargne, et vous avez une assurance décès qui est, elle, de 2 millions d'euros. Ben, la partie de 500 000 €, elle, va rentrer dans le cas des assurances vie françaises. La partie des 1,5 million, elle, va être complètement défiscalisée. Okay, on va refaire un point là-dessus. Il y a 2 manières qu'on soit fiscalisé ici, en France. Soit sur la partie classique, tout ce qui est financier et immobilier, on a une exemption jusqu'à 100 000 €. Au-delà, on est entre 5 et 40 ou 45%, qui est graduel. Et on a, dans le cadre des assurances vie, qui a 152 000 € d'exemption. Puis, on est à 20%, jusqu'aux 700 000 € suivants. Et après, on a 31,25%. Donc, c'est un cadre avantageux, l'assurance vie française. Si, par exemple, on a 2 enfants et qu'on va laisser les 500 000 €, ça veut dire qu'on a déjà 304 000 € d'exemption. Il nous reste 196 000 € potentiellement taxables à 20%.
Donc 196 000 euros, ça nous fait environ 38 800 euros si mes calculs sont bons. On va environ payer 40 000 euros d'impôts sur cette partie de base de package value. La partie entre 500 000 et 2 millions, 1,5 million, passe défiscalisée. Donc ça veut dire qu'on va laisser 2 millions d'euros, par exemple, à ses enfants, et il n'y aura que 40 000 euros à payer. Je ne connais pas beaucoup de possibilités en France de pouvoir passer autant d'argent sans se faire quasiment massacrer fiscalement en France. Donc voilà pour répondre à cette question. Super, merci. On a une question de Julien. Charles Schwab ou Fidelity Investment n'acceptent pas les clients français qui n'ont pas la green card ou citoyenneté américaine. Quelle société donc accepte les non-résidents aliens? Alors c'est compliqué. Par exemple, nous accueillons nos clients qui sont ici aux États-Unis. Et si un jour ils repartent en France, on a l'opportunité de garder nos clients. Il s'agit de garder une adresse aux États-Unis, de pouvoir détenir généralement des actions et des obligations en direct. On veut éviter de détenir des ETF ou des mutual funds parce que ça ne serait pas quand on revient en France, on est maintenant sous la juridiction européenne et il y a un certain nombre de mesures qui sont en place, telles qu'on appelle la mesure KID, qui fait que beaucoup d'instruments packagés ne suivent pas cette législation. Donc, généralement, c'est très rare que l'on puisse détenir des instruments packagés en étant depuis l'Europe, mais on peut continuer à détenir des actions et des obligations en direct. Quand on est européen en Europe et qu'on souhaite mettre en place un compte d'investissement en place depuis la France, n'ayant pas de lien avec les États-Unis, je n'ai pas, en ma connaissance, des compagnies qui sont ouvertes à le faire. Donc, extrêmement compliqué. À ma connaissance, ce n'est pas une possibilité si on n'a aucun lien avec les États-Unis et qu'on n'est pas sur le sol américain. Ok, merci. Je vois que pas mal de gens sont assez timides. Ils n'osent pas lever la main aujourd'hui. Mais n'hésitez pas. Ça serait sympa d'entendre au moins la voix d'une des plus de 100 personnes qui s'étaient connectées aujourd'hui. On a une dernière question de Mathieu qui nous dit quel est votre avis sur les apps comme Betterment? Et je crois qu'on a aussi quelques questions dans le chat après que je vais excellente question. Tout ce qui est robo-advisor, tel que Betterment ou autres, sont très bien. C'est généralement assez utilisé pour des petits montants. Une des problématiques, c'est qu'il n'y a pas vraiment de gestion proactive de la stratégie globale, etc., cette prise de connaissance. Mais en termes d'allocation, parce que vous avez vu que sur les 6 points à prendre en considération pour pouvoir une gestion proactive du risque, le point numéro 1, c'est l'allocation du risque. Et donc, si vous mettez votre tolérance et que vous avez une allocation qui soit en phase avec cela, vous avez une gestion automatisée par un robot qui va pouvoir faire en sorte que votre gestion soit rebalancée de manière proactive. Très bien, très propre, surtout pour des petits montants, pour commencer sa stratégie patrimoniale. Très, très bien, extrêmement utile, ou même d'autres compagnies telles que Acorn, etc., pour mettre par exemple, vous faites une dépense de 3,21 $, les 79 centimes supplémentaires seront directement mis dans votre compte d'investissement. C'est très bien parce que ça permet d'automatiser l'investissement, de pouvoir pas en soucier, de créer de la valeur patrimoniale. Donc, très, très positif pour ce type de robo-advisor, surtout quand on commence. Après, quand on commence à gagner en besoin de flexibilité, de gestion proactive du risque, de mettre en place une stratégie internationale, de comprendre les applications financières, fiscales et légales, évidemment, on se retrouve à être un petit peu bloqué de ce côté-là. Mais sinon, pour commencer, dans un point de vue d'investissement, très, très forte qualité. Super. En fait, on avait aussi quelques questions dans le chat. D'ailleurs, merci de les avoir remis dans le Q&A tous. On a Ludovic qui demande quelle stratégie d'investissement est la plus adaptée lorsqu'on est non imposable aux USA, ex-Nations Unies. De nombreux produits sont basés sur l'avantage fiscal américain. C'est très simple. C'est-à-dire que, évidemment, vous n'allez pas utiliser, comme vos revenus sont défiscalisés, alors on a de nombreux clients qui sont aux Nations Unies, au FMI ou autres, mais on ne va pas utiliser justement des instruments de type pre-tax, tels qu'un 401k ou un IRA, parce qu'il n'y a aucune déduction potentiellement à prendre, mais on va essayer de réduire l'impact fiscal sur les rendements générés de vos investissements. Donc, par exemple, un Roth IRA peut avoir du sens, utiliser des obligations municipales, on l'a vu ensemble, parce que c'est l'argent après impôt, taxes déférées, taxes oui, ou par exemple le Wally qu'on avait mentionné, argent après impôt, taxes déférées, taxes oui. Comme ça, vous allez passer d'une situation où vous n'avez aucune imposition sur le revenu
à une situation où vos investissements eux-mêmes, en tout cas votre augmentation de la valeur patrimoniale, ne sera elle-même pas imposée non plus. Donc pour vous, il y a toujours beaucoup de possibilités. Elles sont un petit peu moindres que d'autres personnes parce que c'est une bonne problématique à avoir. Mais évidemment, il y a énormément de possibilités à votre disposition pour pouvoir mettre de l'argent de côté et réduire l'impact fiscal. Donc, le mieux, ce serait peut-être de scanner ton QR code et de te contacter. Potentiellement, absolument. Voilà. Donc là, il y a une pluie de questions qui vient d'arriver. C'est toujours quand je dis qu'il n'y a pas de questions qu'elles arrivent. Donc, Eric qui dit ma question est fiscalement et légalement. Oh là là. Acheter une maison à mettre en location pour une personne en visa E2 vivant aux USA. D'accord. Eric, je vous invite à réécrire un peu la question. Quelles sont les meilleures options de plan de retraite si on a sa propre entreprise ou on est son propre patron? Excellente question. Anonyme. Alors, c'est excellente question. La problématique, c'est que ça va dépendre. Ça va dépendre de vos revenus, de la compagnie. Est-ce que vos revenus sont, je dirais, programmables, c'est-à-dire qu'on sait à peu près ce que vous allez gagner chaque année, ou est-ce qu'ils vont fluctuer de manière énorme? Ça va dépendre. Si, par exemple, vous avez une grosse fluctuation et que vous avez une très belle année, très probablement un solo 401k ou un IRA va pouvoir avoir du sens, soit un IRA, soit un SEP IRA, soit un Simple IRA, ça va dépendre, ou bien un solo. Ça peut avoir beaucoup de sens. Ou bien, si par exemple, vous avez de l'argent qui est assez récurrent, vous savez à peu près combien vous allez avoir, il y a d'autres options, par exemple, telles que les Defined Benefit Plan. Et là, la possibilité de mettre de l'argent de côté, ça va dépendre de votre âge, ça va dépendre de vos revenus, et ça va dépendre également de la capacité à continuer à mettre de l'argent de manière récurrente de ce type d'instrument-là. Et là, on peut augmenter les montants, en tout cas les limites, de manière quasiment exponentielle. Parce qu'à l'heure actuelle, sur ce type de plan-là, on est limité, je crois, à 57 000 $ cette année sur ce type de plan d'un point de vue global, type 401k, etc., quand on prend la partie employeur et employé. Mais si on va sur des Defined Benefit Plans, on peut augmenter cela quasiment jusqu'à 250 000 ou 300 000 $ que l'on peut mettre de manière défiscalisée dès maintenant. Donc la réponse, ça va dépendre. Ça demande une analyse pour pouvoir savoir où est-ce que vous en êtes, quels sont vos objectifs, quelle est votre stratégie patrimoniale. Parce qu'une des problématiques, parce que par exemple, je lis souvent en ligne, une des premières choses à faire, c'est maximiser son 401k. La réponse est non. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu ensemble aujourd'hui. On perd la vélocité patrimoniale. C'est-à-dire que maintenant, on perd la capacité à ce que chaque dollar que l'on peut mettre de côté puisse jouer plusieurs rôles. Donc, c'est très bien de mettre de l'argent de côté pour plus tard, parce que cet argent sera potentiellement plus tard, il va faire des petits, etc. Mais il ne va pas pouvoir créer de vélocité. On perd la liquidité d'une certaine manière. Donc, ça dépend, en fait. On va maximiser le 401k quand on a pris un certain nombre de décisions proactives déjà dans un premier temps, quand on a les reins solides sur la prise de décision globale. Si on a de l'excès, on va maximiser son 401k. Donc, on commence à être au-delà, par exemple, des 600 000 $ de revenus quand on est married jointly, filing married jointly, par exemple, etc. Là, on va commencer à pouvoir maximiser. Donc, la réponse, elle n'est pas si évidente. Ça demande une analyse, mais les possibilités sont pléthoriques. Ok, alors normalement, on limite toujours nos webinaires à 60 minutes parce que Alexandre a beaucoup de sollicitations et puis on ne veut pas prendre tout de votre pause déjeuner aujourd'hui. Je vais essayer de prendre 2 dernières questions et puis on aura un hard stop à 13h15. Alors, une question, je pense, qui est intéressante, c'est merci pour la qualité de votre intervention. C'est Yannick qui nous pose cette question. Comment êtes-vous payé si on veut investir avec vos conseils? Est-ce que vous facturez des honoraires? Est-ce que c'est un système de commission? Comment ça fonctionne? Excellente question. Donc, pendant beaucoup de temps, on avait par exemple des frais d'honoraires pour travailler avec nous. Donc, généralement, entre 2 500 et 5 000 $ en amont pour faire cette planification financière, accompagner nos clients. Et nous avons déjà notamment décidé depuis 2020 et être en aide maximale à la communauté française de waive ce fee en amont, de 2 500 à 5 000 $ en amont, pour pouvoir ouvrir le champ au plus grand nombre. Généralement, on va continuer, on est un peu contraint à charger un fee pour notre clientèle qui a plus de 23 millions $ de patrimoine, parce que les problématiques de succession internationale sont beaucoup plus complexes. Donc, si vous avez un patrimoine supérieur à 23 millions, on va normalement continuer à charger ce fees, parce que c'est plus complexe. Il faut savoir qu'au sein de notre cabinet, on a une diplômée notaire, un coordinateur fiscal, des directeurs de planification avancée et d'investissement, et l'ensemble de ces acteurs travaillent sur le dossier de nos clients. Vous n'avez pas juste l'opinion d'un conseiller financier, vous avez vraiment une équipe d'experts qui va vous apporter une vraie valeur ajoutée avec cette compréhension des applications financières, fiscales, légales et internationales.
en deçà de 23 millions. Ce qui va nous importer, c'est bien comprendre la situation des personnes avec lesquelles nous travaillons, quelles sont leurs attentes, ce qui leur tient à cœur, les détails de leur situation financière. Ça nous prend une semaine ou deux pour faire notre analyse. On revient vers vous avec des recommandations. On vous montre l'ensemble des options à votre disposition et tout simplement dans notre accompagnement, que vous restiez au courtier, on serait nous de toute manière rémunérés. Premièrement, ce serait à travers notre capacité d'être broker, donc tout ce qui est instrument d'assurance type Wally Annuities, Long-Term Care, Long-Term Disability, tout ce qui est instrument d'assurance. On va vous trouver le meilleur instrument, on s'assoit de votre côté, il n'y a aucun coût supplémentaire de passer à travers nous que de faire les choses vous-même, on va vous trouver le meilleur instrument. Et la seule manière où il y aurait potentiellement un coût supplémentaire de passer à travers nous que de faire les choses vous-même, c'est tout simplement si vous bénéficiez de notre professionnalisme sur le marché financier. Et dans ce cas-là, il y a un management fee qui n'existe évidemment pas si vous faites les choses vous-même. Et de ce côté-là, on est extrêmement attractif. Donc n'hésitez pas à nous demander d'aller un petit peu plus dans les détails et ce sera avec plaisir de pouvoir détailler cela. Parfait. Allez, une dernière, parce qu'on est sur l'heure, et je pense que ça, tu peux répondre très vite. C'est quelle est la limite d'âge pour ouvrir un Wally? Eh bien, c'est 81 ans. C'est-à-dire que si vous avez moins de 81 ans, vous pouvez commencer. On a des gens qui commencent très jeunes dans leur vie. J'ai commencé à l'âge de 25 ans. Notamment, et on a des gens qui ont plus de 70 ans, et ça a toujours potentiellement du sens d'un point de vue soit de la gestion patrimoniale, soit de pouvoir réduire l'impact fiscal lors de la retraite. Donc voilà, il n'y a pas vraiment, c'est rare, notamment que je commence une conversation avec quelqu'un qui a plus de 80 ans. Si c'est le cas, avec grand plaisir, mais le Wally ne sera pas une option pour vous. Super, merci Alex pour toutes ces informations. Je vous rappelle qu'on se donne rendez-vous tous les mardis à midi avec un panel d'experts pour parler des challenges de la vie expatriée. Si vous nous découvrez aujourd'hui, restez abonnés, vous allez voir. Et je vous donne bien entendu rendez-vous mardi prochain pour notre prochain expert qui va nous parler immobilier à Paris, Manuel Ravier, qui vient régulièrement aussi nous voir à French Morning. Merci encore Alex. Vous aurez tout ça en replay dans 24 heures. Donc, vous en faites pas. Et vous aurez aussi les contacts d'Alex et de son équipe. Bon après-midi et à bientôt sur French Morning. Merci Romain. Merci French Morning. Au revoir.